Les pays de l'Afrique se sont donné rendez-vous au Niger du 5 au 16 juin 2017 pour la 6e réunion du forum de négociation de la zone de libre-échange continentale. Détail dans cette édition. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 5 juin la journée internationale de l'environnement. Précision dans cette édition. Lundi 5 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Et très bonne rupture à vous. Toutes nos excuses également pour ces légers retards. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Comme chaque année, au 10e jour du mois de Ramadan, le groupe de presse Labari organise le concours de lecture et mémorisation du livre saint, le Coran ou Moussabaka. L'édition 2017 débute ce mardi à partir de 9h. Les organisateurs demandent aux candidats et même aux parents des candidats de faire le déplacement pour le coup d'envoi qui sera donné ce mardi à 9h dans les locaux de la radio et télévision Labari. Bonne chance à tous les candidats. Restons dans le même ordre d'idée. Aujourd'hui, 10e jour du mois béni du Ramadan qui correspond à une décade. Combien de décades compte le mois béni et quelle est l'attitude que doit tenir le fidèle musulman au cours de ces décades? Explication avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. La première décade, Allah subhanahu wa ta'ala distribue sa rahma. Et la rahma d'Allah, il faut que dans ton programme, tu puisses en bénéficier de cette rahma-là. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être indifférent à la chose. Il y a cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala distribue, fais en sorte qu'on t'envoie cela dans ton registre de l'au-delà. La deuxième décade, Allah a décidé de pardonner. Alors, Allah a toujours pardonné, mais de façon singulière, particulière. Il accorde ce pardon dans ce mois. Donc il faudrait que chacun fasse en sorte qu'il profite de ce pardon au maximum. Et à la fin, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire, on est dans les conditions vraiment d'aller au paradis, puisqu'on est affranchi, on est repêché, et si on peut le dire, et il faudrait que nous méritions cela. Donc les efforts doivent être continus. La première décade, on fait des efforts. La deuxième décade, on en fait. Mais surtout la dernière décade, il faut réserver à la dernière décade un programme spécial. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans la deuxième décade, il quitte toute sa famille. L'expression de serrer sa ceinture en arabe veut dire ne plus avoir de relations avec les femmes, et il se confine dans une mosquée. Et c'est ce qu'on voit, alhamdulillah, un jour, ceux qui ont les moyens, ils le font, alhamdulillah. Donc il faudrait qu'on se dise, nous sommes en train de passer un examen, nous sommes en train d'aller passer un permis de conduire, nous sommes à une classe d'examen, et il faudrait que nous réussissions, et c'est l'objectif premier qu'on devait avoir pour ce mois de Ramadan. Réussir, mon jeune, coûte que coûte, et il faut que je me donne les moyens, et chacun a les moyens, sauf parce que chacun a la piste, et négatif et positif. En tout le monde il y a du bien, en tout temps chacun il y a du mal. Maintenant, quelle piste utilises-tu le plus, le mal ou le bien? Et là, l'individu, il est libre. Il y a une intercession où il y a une flèche qui montre ici paradis et une autre qui montre ici enfer. Tu es à une intercession, c'est à toi maintenant de faire le choix. Les travaux du 51e sommet de la CEDEAO ont pris fin dimanche à Monrovia, au Libreville. Un grand invité à ce sommet, le Premier ministre israélien, et des grands absents aussi, notamment le Maroc, le Niger et le Nigeria. Au terme des travaux, le président togolais prend la présidence en exercice de cette organisation. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Soumaïla Abdoulaye. Ce 51e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO de Monrovia, est axé sur la sécurité et l'économie. Des thèmes importants pour les pays membres de l'organisation, dont certains ont boycotté les travaux. C'est l'exemple du Maroc, du Niger et du Nigeria, pour la simple raison la présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une présence qui suscite plusieurs interrogations. Mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Depuis quand les négociations entre la CEDEAO et certains pays de la CEDEAO
ont commencé avec Israël pour arriver à cela. Parce que si le Premier ministre vient aujourd'hui au sommet, c'est que quand même il y a à s'entretenir avec certains chefs d'État. Et je pense que la démocratie, au minimum, voudrait que la majorité des chefs d'État acceptent cette visite. Pour ne pas dire même poser la question aux populations africaines. Parce que l'État d'Israël n'est pas un État comme les autres. C'est un État, le vrai terroriste. Certains ne le savent pas. Mais il y a le plan qu'on appelle plan Darfour. Il y a un monsieur qui a fait son plan. Comment conquérir les terres palestiniennes. On ne va pas les appeler les terres arabes. Parce que les Palestiniens, au départ, n'étaient pas arabes. C'est aussi une invasion, une expansion des Arabes, donc qui fait qu'aujourd'hui, la Palestine est considérée comme étant arabe. Mais ce qui est également sûr, c'est que Moïse n'est pas palestinien. Moïse est un Africain. Cet ennemi des musulmans, cet ennemi des Arabes, soit accueilli dans une organisation régionale africaine, c'est vraiment extraordinaire et c'est très très grave. Et je me demande maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO peut trouver comme argument valable, juridique, politique, religieux, pour recevoir Israël au plus haut niveau et chercher même peut-être à signer des accords. Alors vraiment, il y a eu une lâcheté et certainement une corruption. Comme d'habitude, nous avons les chefs d'État, la très grande majorité des chefs d'État, ils sont corrompus. Certainement, la corruption a encore joué au niveau de certains chefs d'État. Pour l'ancien diplomate nigérien El Hadj Issoufou Bachar, à travers cette décision, c'est un acte salutaire que le président de la République, Issoufou Mahamadou, vient ainsi de poser. Pour une fois, le Niger a bien agi. Je dis vraiment pour une fois, parce que moi, je considère les autorités nigériennes comme des autorités qui n'ont pas de point de vue par rapport aux relations internationales. On voit des actes que les autorités nigériennes posent et qui sont désagréables. Il y en a beaucoup. Mais pour une fois, le Niger, les autorités nigériennes sont à féliciter pour avoir boycotté vraiment cette réunion. Mais pour moi, je dis ils auraient dû agir bien avant. Ça a dû jouer de leur influence au niveau de la CEDEAO pour que le Premier ministre israélien ne soit pas invité. Ce sommet a été l'occasion pour les autorités israéliennes d'annoncer un plan d'investissement d'$1 milliard dans les énergies renouvelables. Je l'annonçais en titre, ouverture ce matin au Palais des Congrès de la 6e réunion du Forum de négociation de la zone libre-échange continentale. La rencontre qui regroupe les experts et négociateurs des pays africains durera une dizaine de jours. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec la rédaction Labari. Organisée en prélude de la 3e réunion des ministres africains du commerce, la 6e réunion du Forum de négociation sur la zone du libre-échange continental et la 3e réunion des hauts fonctionnaires du commerce qui regroupe experts et négociateurs du continent africain auront la lourde tâche de fournir à la fin de cette rencontre une conclusion sur les modalités qui guideront l'exercice de libéralisation de ces négociations. Les négociations de la zone de libre-échange continental, plus qu'un exercice technique de négociation commerciale, sont un processus politique. La zone de libre-échange continentale ne se limite pas à la seule libéralisation du commerce. Elle est aussi une réflexion politique de la détermination de nos dirigeants et de la volonté des peuples africains à trouver des solutions idoines aux problèmes communs de l'Afrique. Dans la même optique, la mise en place de la zone demeure un exercice politique pour renforcer nos marchés africains fractionnés au profit de nos populations africaines. Producteurs, consommateurs, investisseurs, travailleurs et autres parties prenantes. Bref, la zone est une déclaration politique et une affirmation de l'idéal de l'unité africaine. Cela signifie que tous les regards du continent sont tournés vers vous en tant que négociateur en chef et responsable de cet exercice. Vous devez donc accomplir vos tâches avec sagesse et compréhension, sans perdre de vue les buts et objectifs fondamentaux. La création de la zone de libre-échange continental, une priorité politique fondamentale des dirigeants africains et attendue par plusieurs pays africains dont le Niger. Il est impératif que tous les pays africains
bénéficient de la zone de libre-échange continentale, que ce soit les plus riches ou les plus grands, que ce soit les plus petits ou les moins avancés de notre continent. C'est pour cela qu'il s'agit d'une négociation à la recherche de l'intérêt commun. Par exemple, il est important que la zone aide les pays enclavés tels que le Niger à résoudre les problèmes liés au coût élevé de transport, ce qui a depuis longtemps entravé la compétitivité de nos économies. Par ailleurs, il est important de veiller à ce qu'une attention particulière soit accordée aux besoins des pays vulnérables et des pays les moins avancés, afin de s'assurer que nous avons une zone porteuse d'un développement partagé. Nous ne devons jamais oublier que nos dirigeants ont investi beaucoup de travail politique en déclarant que les négociations devaient être conclues d'ici la fin de cette année. En tant que négociateur en chef et expert, vous jugez de la confiance de toute l'Afrique et la responsabilité vous revient de faire avancer le processus conformément aux ambitions. Comme le dit l'adage, à qui beaucoup est donné, beaucoup est attendu. Est donc attendu de cette réunion qui durera une dizaine de jours, des recommandations pertinentes pour un meilleur autofinancement et autres formes d'autosuffisance collective en Afrique. Les pays du monde célèbrent ce jour 5 juin la journée internationale de l'environnement, une célébration qui intervient au moment où les différents pays de la planète se mobilisent pour faire face aux effets du changement climatique. Le reportage de Abdelrazak Hamidou et Ibrahim Abdou. Célébrer tous les 5 juin la journée mondiale de l'environnement s'intéresse aux questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le thème de cette année, c'est rapprocher l'homme de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'homme est le meilleur prédateur de la nature, l'homme est le meilleur acteur qui dégrade plus la nature, l'homme est encore vraiment l'acteur principal pour que vraiment il y ait un changement de comportement, un changement de mentalité, et l'homme vraiment est au milieu, au centre de tout et ce qu'il y a comme préoccupation environnementale. Donc c'est pourquoi cette année le PNUE a décidé vraiment de garder comme thème l'homme rapproché de la nature, pour que l'homme puisse connaître, l'homme puisse réfléchir, l'homme puisse donner tout ce qu'il a à sa possession pour pouvoir protéger la nature, pour pouvoir protéger l'environnement, parce qu'il y va de notre survie, il y va vraiment de la survie ou bien de l'avenir des générations futures. Nous devons vraiment de garantir aux générations futures vraiment une terre viable, et nous devons les léguer vraiment une terre où il fera bon vivre. L'édition 2017 de la Journée mondiale de l'environnement coïncide avec l'annonce du président américain du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique. Une décision qui ne surprend guère les acteurs de l'environnement. Effectivement, c'est vraiment un scandale pour nous quand Donald Trump a fait son point de presse disant que les États-Unis se retirent. C'est vrai, ce n'était pas une surprise au vu de vraiment tous les discours que le monsieur a tenus au moment de sa campagne électorale pour se faire élire président des États-Unis. Il a bel et bien tenu un discours climato-sceptique qui nous laisse toujours croire que ce monsieur ne va respecter aucun engagement. Et il faut le comprendre aussi dans un autre sens. Mais Donald Trump, c'est non seulement un climato-sceptique, mais c'est quelqu'un aussi qui a des actions dans beaucoup de firmes et de sociétés qui polluent aujourd'hui l'environnement. Et qui, aujourd'hui, l'accord de Paris les contraint à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre a un coût que vraiment ces sociétés doivent supporter. Parce qu'ils sont obligés non seulement de financer leur entreprise pour s'adapter à des nouvelles technologies qui sont sobres en carbone. Et la deuxième des choses, et tout ce qu'ils ont fait comme émissions de gaz à effet de serre, ils sont obligés de financer, de payer, parce qu'il y a le principe de pollueur-payeur. La troisième des choses aussi, en dehors de ces sociétés-là, les États-Unis même en elles est un pays pollueur, parce que quand vous prenez les États-Unis est le deuxième pays pollueur au monde. Et quand vous prenez par tête d'habitant, un Américain pollue 2 fois plus qu'un Chinois. On ne peut pas dire qu'on va prendre encore 21 ans, parce que ça risque de nous traîner jusqu'à 21 ans pour négocier. On ne négocie pas. On a trouvé un accord global ambitieux, on va faire avec. Mais des pays comme le Niger qui ne polluent pas, ont fait leur contribution prévue déterminée au niveau national, qui est devenue CDN, que la contribution est déterminée au niveau national. C'est-à-dire que, bien que nous ne polluons pas, on a demandé à la sortie de la COP de Varsovie que tous les pays au monde puissent formuler vraiment des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc moi je ne vois pas en quoi un pays comme les États-Unis, qui a plus de moyens et plus de technologie, ne puisse pas respecter les accords de Paris.
Cette journée est une occasion mise à profit à travers le monde pour sensibiliser les différentes couches sociales en faveur de l'environnement. Elle a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. Visite à Laban, Niger et sa fille Aïssa du ministre de la Santé publique et de quelques responsables d'instituts de santé ce mercredi. Une visite pour constater l'état de ces sociétés. Le compte rendu de Abdulrazak Hamidou et Sadou Domi. Cette visite rentre dans le cadre de la série de visites initiée par le ministère de la Santé publique pour constater de visu les améliorations apportées dans plusieurs sociétés de la place, comme ici, à Laban et Safi, désormais sur leur nouvelle installation. Cette unité industrielle, vous l'avez constaté, qui a des appareils de dernière génération. Parce que quand vous prenez de la collecte jusqu'au produit final, tout est automatisé, tout est sécurisé. Et je pense que c'est ça le plus grand motif de satisfaction. Parce que notre rôle au niveau du ministère de la Santé, c'est de mettre à la population, à la disposition de la population, des produits de qualité, des produits indemnes, des produits, surtout quand vous prenez les produits alimentaires, ce sont les principaux produits véhicules des microbes et des maladies. Si on ne prend pas de précautions, ça veut dire que la population est exposée et nous serons interpellés. Créés respectivement depuis 2005 et 2013, Laban Niger et Safi Sahel comptent plus d'une cinquantaine d'agents permanents chacune, avec des capacités de plus de 6 000 casiers jour pour Safi et plus de 150 000 litres jour pour Laban Niger. Nous remercions Monsieur le ministre pour cette visite initiée d'ailleurs par lui et certaines de ses directions dans le cadre de venir voir ce que les sociétés agroalimentaires font précisément à Niamey. Je vais procéder à donner l'historique de la société Laban Niger par rapport à depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous avons commencé avec une production petite de 4000 litres au bout le 6 octobre 2005. Au bout de quelques années, donc en 2008, nous sommes passés de 4 000 litres à 20 000 litres. En 2010, nous sommes passés de 20 000 litres à 30 000 litres. Et aujourd'hui, nous avons une usine d'une capacité de 150 000 litres. Les deux sociétés ont la faveur des laboratoires qui trouvent leur nouvelle installation très satisfaisante, toujours elles qui apportent leur soutien depuis des années, notamment à des hôpitaux à l'image de l'hôpital national, mais aussi au centre de transfusion sanguine. Par rapport à leur nouvelle installation, je les félicite vraiment de ces nouveaux locaux. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nos circuits traditionnels de contrôle, je crois que très bientôt, on va mettre une certaine vraiment association ensemble pour qu'on puisse maintenant définir vraiment pour que le travail que vous êtes en train de faire puisse être parfaitement légalisé. Ils ont commencé à appuyer les structures du ministère de la Santé depuis avril 2010. Ils avaient commencé donc par l'hôpital national de Niamey. En ce moment, donc j'étais directeur. Dans la même année, ils ont fait une extension à la Mordée et à la maternité. À travers le CRENI. Le CNTS s'est joint encore à cette démarche parce que de l'hôpital, je suis allé au Centre national de transfusion sanguine. Ils ont continué à nous appuyer, notamment pour la population des donneurs. Donc, sincèrement, c'est au nom de toutes ces structures-là que je voudrais remercier les dirigeants, le personnel et l'ensemble, en tout cas l'ensemble du personnel qui travaille pour cette société. Laban Niger et Safi Sahel, deux sociétés qui ne cessent d'innover et de satisfaire leurs consommateurs. Satisfaction, c'est aussi ce qui se lit sur le visage du ministre de la Santé publique et de toute sa délégation.
Le comité exécutif de l'ONU était en séance extraordinaire cet après-midi à la place AB de l'université Abdou Moumouni à l'effet de se pencher sur la situation socio-académique. À l'issue de cette rencontre avec la base, une déclaration de presse a été rendue publique. Elle nous est lue par le secrétaire général du comité exécutif de l'ONU, Sita Djabri. Le comité exécutif de l'ONU exige l'accélération dans les paiements de la bourse et de l'aide sociale. Le comité exécutif de l'ONU informe l'opinion nationale et internationale du dépôt de sa plateforme revendicative auprès des partenaires et tient à ce que les différentes parties soient de bonne foi autour des négociations et au niveau de la mise en œuvre des engagements publics. De la question nationale, le comité exécutif de l'ONU est préoccupé de la vente aux enchères de notre indépendance et de notre souveraineté territoriale par les régimes de la 7e République, dont le jeu favori aujourd'hui est la convoitise et l'installation tous azimuts des bases militaires étrangères sur le sol nigérien. Or l'indépendance appelle à la responsabilité. 60 ans après, la logique voudrait que notre sécurité physique en nous, que nous l'assumons nous-mêmes et non que nous la confions à l'impérialisme occidental dont la seule ambition est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le comité exécutif de l'ONU condamne avec la dernière énergie les attaques meurtrières perpétrées contre les paisibles peuples nigériens malgré la présence des forces étrangères se présentant comme le seul apanage de lutte contre l'extrémisme violent. Le comité exécutif de l'ONU présente ses condoléances les plus attristées au peuple nigérien en général et aux familles des victimes de la sauvagerie terroriste en particulier, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le comité exécutif de l'ONU, enfin, tout en souhaitant un excellent mois de Ramadan à toute la Oumma islamique d'ici et d'ailleurs, regrette que ce mois plein de bénédictions et de miséricorde soit le moment pour certains commerçants aux appétits et aux désirs capitalistiques insatiables de rehausser drastiquement les prix des produits de première nécessité sous le regard complice de l'État nigérien. Les membres des bureaux exécutifs nationaux des syndicats membres de la FISEN ont rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci pour faire cas de l'échec des négociations entre le gouvernement et la synergie cause Niger-Sinaseb. Le compte rendu de Asma Sedou et Ibrahim Abdou. Cette déclaration des bureaux exécutifs nationaux des syndicats membres de la FISEN vise à examiner la situation née de l'échec des négociations entre le gouvernement et la synergie cause Niger-Sinaseb. À propos des négociations, on peut se réjouir de l'implication personnelle du Premier ministre chef du gouvernement et l'accompagnement de l'ITN tout au long du processus. Toutefois, nous dénonçons avec la dernière énergie le désengagement de l'État vis-à-vis des secteurs sociaux de base, dont le secteur éducatif, et ce au nom d'une politique désastreuse imposée à notre pays par les institutions financières internationales. D'ailleurs, la synergie ne comprend pas le recul du gouvernement sur les propositions du 18 mai 2017. En effet, le manque de courage politique des autorités de la 7e République de pouvoir s'émanciper du joug instauré par le capitalisme international et leur mépris vis-à-vis du secteur éducatif constituent sans nul doute les raisons profondes de l'échec de ces négociations, et ce malgré la volonté maintes fois affichée des syndicats de consentir d'énormes sacrifices en vue de sortir notre école de l'ornière. C'est le lieu d'affirmer haut et fort que les enseignants n'accepteront jamais d'être les seuls à payer les prix d'une gestion catastrophique de l'État et d'une politique aveugle d'inféodation de notre pays aux institutions financières internationales. Pour cela, nous appelons nos militants à une mobilisation conséquente, à s'unir comme un seul homme afin d'arracher des autorités de la 7e République le respect de la fonction enseignante. Mais de faire cas également de la situation qui prévaut au sein de la FISEN. Concernant la situation au sein de la FISEN,
Nous constatons un dysfonctionnement depuis le 24 avril 2017 avec le retrait d'une partie de la FUSEN lors d'une réunion de la synergie. Nous, syndicats signataires de la présente déclaration, constatons la dérive autoritaire et l'attitude divisionniste du coordinateur de la FUSEN, le camarade Issouf Arzika, et par conséquent lui retirons notre confiance. Les bureaux exécutifs nationaux des syndicats membres de la FUSEN réaffirment enfin l'appartenance de la FUSEN et la synergie cause Niger-Sinaseb et entament une grève de 6 jours à compter de ce lundi 5 juin 2017 jusqu'au samedi 10 juin 2017. Sitting ce matin au rectorat de l'université Abdou Moumouni de Niamey du docteur Elisabeth Cherifa. Objectif, fustiger son exclusion du corps enseignant par le rectorat pour cause la maladie de sa fille. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Abdou Nasser Seydou. Amertume, désolation et frustration, c'est ce qui se lit sur le visage de cette dame, Dr Elisabeth Chérif, qui a été radiée du corps enseignant à l'université Abdou Moumouni de Niamey par le rectorat à cause tout simplement de la maladie de son enfant. En 2012, l'université a rejeté ma 4e demande de renouvellement de contrat à cause de l'affection cancéreuse qui avait été diagnostiquée à mon enfant et qui a nécessité son évacuation sur Paris, étant donné qu'elle ne pouvait pas être soignée ici. Cependant, malgré la situation, j'ai pu m'acquitter de mes obligations contractuelles vis-à-vis de mon employeur, qui est l'université. Mon exclusion n'était donc pas liée à un quelconque manquement à mes devoirs professionnels. Elle ne reposait pas non plus sur le respect des textes des universités publiques et des dispositions du Code du travail nigérien. C'est le lieu de rappeler que selon les dispositions communes à toutes les catégories d'enseignants-chercheurs, et notamment au terme de l'article 29, l'université avait la possibilité de me proposer, à lieu et place de l'exclusion, une disponibilité de 3 ans, renouvelable 3 fois, pour les soins de mon enfant. Ayant signé 3 contrats à durée déterminée avec l'université, aux yeux de la loi nigérienne du travail, je fais encore partie du corps des enseignants-chercheurs de cette université. Dr Elisabeth fustige l'attitude du recteur qui ne se soucie guère de sa situation. L'action que j'engage vise à dénoncer le refus incompréhensible de l'université de me réintégrer au corps des enseignants-chercheurs en dépit de toutes les démarches nécessaires que j'ai effectuées pour réaffirmer ma disponibilité ainsi que mon engagement à servir mon pays en partageant avec mes compatriotes les connaissances que par la grâce de Dieu, les contribuables nigériens m'ont aidé à acquérir au prix de leur labeur. Notre action fustige également la prétention et la tentation qui consisterait à ériger l'université du fait de son statut autonome dans un état de droit en une espèce de zone de non-droit où des individus pourraient user et abuser de leur pouvoir suivant leurs humeurs et leurs intérêts personnels. Nous condamnons le traitement humainement et moralement insoutenable qui m'a été infligé, tout en exprimant enfin notre souhait à tous de ne plus voir dans ce pays qu'est le nôtre une mère perdre son emploi à cause de la gravité de l'état de santé de son enfant. Les responsables du rectorat n'ont pas voulu nous répondre, au contraire, ils nous ont dit de quitter les lieux. En dehors des acteurs de la société civile, les structures féminines ou autres organisations doivent soutenir cette femme pour lutter contre cette injustice. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.